Bienvenue à tous. Je vois qu'il y a plusieurs personnes déjà inscrites. Je suis Brent Van Connet. Je suis là pour Financement Agricole Canada qui organise ce webinaire aujourd'hui. Alors, j'ai hâte d'entendre ce que Andrés va nous dire aujourd'hui quant à rendre viable la vente directe aux consommateurs grâce à l'innovation. Si vous êtes nouvellement arrivé à ce monde des webinaires, je vais vous donner une petite visite guidée du tableau de bord. Vous pouvez voir là du côté discussion ou chat. Gestion agricole du Canada vous dit bonjour, bienvenue au webinaire. Et maintenant, moi, je vais taper quelque chose pour vous souhaiter la bienvenue. Et si vous pensez que vous avez un ami qui est en ligne ou une amie qui est là aussi, vous pouvez dire bonjour dans cette case de chat. Et si vous voulez me dire bonjour et communiquer avec les autres gens qui sont inscrits, dites-nous bonjour, dites-nous ce qui se passe dans votre coin du pays aujourd'hui. Chez nous, il fait assez froid, mais il y a le réchauffement. Je vois beaucoup de gens. Heather Watson nous a dit bonjour. Alors, bonjour à vous, Heather. Et vous pouvez voir en dessous de la case chat, il y a une case pour les questions et réponses. Une fois que le webinaire commence, nous allons désactiver la case de chat et vous pouvez communiquer vos questions dans cette case en bas de questions et réponses. L'exposé va durer de 45 ou sera d'environ 45 minutes et ensuite nous allons répondre aux questions. À la fin, je vais présenter les questions à Andreas pour que ça fonctionne bien et ensuite on va terminer à 13 heures. Et donc à la fin de cet exposé, nous allons faire un petit sondage pour savoir ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, pour continuer à améliorer les webinaires. Nous aimons bien savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes actif dans les médias sociaux, vous pouvez voir qu'il y a une image Twitter et vous pouvez utiliser le mot-clic webinaire pour communiquer avec vos amis. Donc voilà, une petite visite. Je vois maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'arriver. Il y a quelqu'un d'Ottawa, Virginia de London en Ontario qui nous dit bonjour et aussi Frank de l'Alberta. Bienvenue à tous. Est-ce que nous avons quelqu'un de l'Est, de la région des Maritimes, avec nous? Ça, c'est vraiment le moment indiqué pour nous dire bonjour dans la de chat. Et voilà, nous avons Hélène de la Nouvelle-Écosse et Suzanne du Nouveau-Brunswick. Donc, on a une bonne représentation de l'Est. Je m'excuse pour toute la neige que vous avez eue dernièrement. Dans quelques instants, je vais vous présenter notre conférencier et vous pouvez continuer à discuter sur la liste ou dans la case de chat. Moi, j'ai seulement une ligne audio, mais quand Andreas va commencer son exposé, vous pourrez voir son visage aussi, pas seulement une photo. Et donc, il y aura le vidéo, l'audio et les diapositives PowerPoint. Ça va durer entre 40 et 45 minutes. Ensuite, il y aura des questions et réponses. Je vais présenter vos questions à Andreas, qui va y répondre. Et ensuite, on aura une petite conclusion pour finir à 13 heures, pour que vous puissiez vous occuper de vos autres tâches de gestion agricole de la journée.
un petit rappel, utilisez le mot-clic FCC Webinar pour Twitter, si vous voulez en parler à d'autres. Pendant l'exposé, la case de chat sera désactivée et vous verrez en dessous, il y a une case pour des questions. Et ensuite, je vais communiquer ces questions à Andreas. Et à la fin du webinaire, il y aura un petit sondage qui va apparaître à l'écran où vous pouvez nous donner vos commentaires en vue d'améliorer les webinaires pour FAC, pour Gestion agricole du Canada, pour constamment améliorer le contenu et le mode de prestation de ce webinaire. Voilà, nous sommes maintenant rendus à midi. Donc, nous discutons de toutes sortes de façons d'être présents dans le marché agricole et il est de plus en plus important de bien comprendre de bonnes pratiques de gestion pour faire le lien avec les clients et comment nous pouvons communiquer directement avec des clients. Andreas Booker est chargé de cours à l'Université du Manitoba, professeur adjoint, et il travaille dans les domaines de l'innovation, des technos émergentes et de la traçabilité alimentaire en tant que chargé de cours à l'Université de Guelph. Il a un doctorat de l'Université de Kiel en Allemagne et il a également animé de nombreux projets et ateliers sur la force de commercialiser efficacement des produits agricoles auprès de clients. Je vais passer la parole à Andreas maintenant. J'espère que vous avez vos stylos en main. Moi, j'ai le mien. Je vais prendre des notes. Alors, bonjour à tous qui sont présents aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir cette occasion de vous parler de comment rendre viable la vente directe aux consommateurs grâce à l'innovation. Je passe maintenant à la première diapositive. C'est un webinaire qui dit que générer de l'information et d'être actif du côté de l'innovation, c'est quelque chose qui va ensemble. Et il y a un défi parce que l'innovation, normalement, on pense que c'est simplement quelque chose qui nourrit ou qui sert de base à l'innovation. Mais moi, je vais vous parler de la mise en marché où l'information est très importante. Je vais vous parler un peu de moi-même et des sources d'informations sur lesquelles je vais me baser. Moi, je suis arrivée à Guelph en 2005. Comme Brent l'a dit, et je m'excuse d'avoir oublié ceci, Brent, merci pour la gentille présentation et l'accueil chaleureux. Je suis allemand d'origine et là, les marchés agricoles étaient quelque chose de très important comme phénomène dans les années 90. Il y en avait beaucoup dans les grandes villes. Beaucoup d'entre eux ont disparu parce que la vente au détail des aliments est très concurrentielle en Allemagne et les supermarchés ont vraiment élargi leur section pour les aliments locaux et donc il y a beaucoup moins de marchés d'agriculteurs. Et aussi l'Allemagne est le seul endroit au monde où Walmart s'est retiré après 10 ans sans avoir réalisé de profit. Donc ça vous montre combien le marché est difficile là-bas. Un produit qui a généré beaucoup de ressources et d'informations, c'était un projet plutôt, un projet d'Omafra de 2010 à 2012. Les derniers résultats ont été publiés l'année passée. Nous les avons
mises à jour depuis 2012. Ces résultats de recherche sont disponibles au lien que vous voyez à l'écran. Et les ressources sont des outils d'Excel sur la planification et la surveillance des ressources qui prennent beaucoup de place sur votre ordi, comme c'est le cas avec Excel, mais les agriculteurs ont pu en tirer de l'information très utile du côté de la mise en marché directe. En 2013, avec mon collègue Eric Michaels de l'Université de la Saskatchewan, nous avons recueilli des données dans un sondage effectué par le réseau SPAA, Structure et Performance de l'Agriculture et de l'Industrie des produits agroalimentaires, financé par FAC, ou plutôt par AAC. Nous avons recueilli des données de 405 agriculteurs. On va vous présenter ces recherches un peu plus tard. Et comme Brent l'a dit, on a fait des recherches sur la valeur opérationnelle de la traçabilité et les analyses coûts-bénéfices de la traçabilité du bétail. À mon avis, la traçabilité, quand on l'a fait pour des fins commerciales ou fins d'information commerciale et pas à cause de réglementation, c'est que beaucoup des coûts-bénéfices de la traçabilité sont des choses qu'on n'aurait pas anticipées avant. Et donc, les aspects positifs d'investir dans la traçabilité sont beaucoup plus grands de ce à quoi on s'attendrait. On a eu un projet de recherche où on a visité un producteur de tomates dans des serres à Leamington en Ontario. Et avec un investissement assez petit de 100 000 $, ils ont généré une valeur d'1,5 million de $. Ils n'auraient jamais anticipé cela. C'était vraiment un avantage inattendu de la traçabilité. Et ceci a généré encore beaucoup plus d'informations sur comment on pouvait améliorer encore plus l'exploitation. En 2013, je suis allée en Allemagne pour observer les dernières tendances dans cette mise en marché directe de la ferme en Allemagne, et j'ai vu qu'il y a cette concurrence très forte au niveau du détail, et donc maintenant beaucoup des producteurs agricoles vendent leurs produits dans des marchés, des magasins pour vendre les produits agricoles des producteurs locaux. Et ça, c'est peut-être pu réussir en Allemagne parce que les coûts du transport sont très élevés en Allemagne. Certains des défis auxquels on fait face quand on étudie cette vente directe des produits agricoles, c'est la diversité des exploitations, diversité des motivations pour vendre directement aux consommateurs. Suite à mon expérience, j'ai pu distinguer 6 différentes motivations. La première, c'est de créer des liens avec la communauté. Il y a des gens qui aiment vendre en direct, parler avec les clients. Pour d'autres, c'est un projet de style de vie ou un projet de leur retraite. J'ai vu d'autres cas où il y avait un grand besoin de revenus supplémentaires à cause de difficultés du côté du produit principal de la ferme. Par exemple, certaines fermes qui vendaient du maïs ont commencé à vendre en direct parce que le prix du maïs était très faible. Certains étaient déçus par le prix qu'ils pouvaient avoir du côté du marché en gros parce qu'ils avaient créé des produits de très haute qualité qui ne se vendaient pas très bien sur le marché du gros. C'était des producteurs de bétail et de volailles qui avaient choisi de
vendre directement aux consommateurs pour avoir un meilleur rendement financier. Et il y a aussi certains agriculteurs qui adoptent cette démarche parce que c'est la façon dont ils veulent exploiter leur opération. Ce que j'ai beaucoup appris de la part de ces gens-là parce que pour eux, l'innovation était quelque chose de central à leur exploitation. On pouvait dire que cette diversité aussi se trouve dans les ressources dont disposent les personnes. Ce qui est très important, c'est l'emplacement. Le site, c'est très important quant aux possibilités. Et aussi, les connaissances sont très importantes de la part de l'exploitant agricole et des membres de sa famille. Et tout ceci est lié à l'innovation et à la gestion des risques. C'est difficile de distinguer cela des compétences et des connaissances. Et vu ces compétences, cette information, l'innovation et la gestion des risques, la performance est touchée. Nous n'allons pas discuter de la performance dans ce webinaire, nous n'avons pas assez de temps. Nous avons des ensembles de données qui pourraient nous permettre d'examiner cela, mais je dois vous dire que j'ai besoin de comprendre comment l'innovation est reflétée dans ces ensembles de données, quel est le lien entre l'innovation et le savoir ou les connaissances, avant d'aller examiner ou étudier quel est le lien avec le rendement ou la performance. Et comme j'ai dit plus tôt, les exploitants agricoles qui s'étaient lancés dans ce mode de vente parce que c'était le choix qu'ils avaient fait du côté commercial, ils n'avaient pas à persuader ou à convaincre les clients chaque fois qu'ils voulaient acheter, qu'ils devaient se rendre à la ferme. Et une chose aussi qui est très évidente, suite à l'analyse des cas qu'on avait fait dans le projet Omafra, c'est que l'innovation, c'est quelque chose de continu. Une amélioration continue. Ce qui fait qu'il est difficile de l'étudier, à moins qu'on veuille se pencher sur quelque chose de bien précis, de bien défini. Et ce qui rend l'échantillon très petit. Et cet engagement envers l'innovation dit que ça doit être indiqué clairement et lié à des objectifs précis. Et on doit aussi le signaler clairement aux clients pour qu'ils sachent que vous avez investi dans l'innovation et que l'innovation est importante pour vous. Et donc, c'est une façon d'honorer le client aussi, d'investir en l'innovation. On doit aussi le communiquer clairement aux employés, parce que ce sont eux qui ont à le mettre en œuvre, et aussi parfois ce sont eux qui se font des moteurs de l'innovation, parce qu'ils travaillent dans l'exploitation, ils travaillent dans la mise en marché, et ça peut être des personnes très utiles pour une réflexion sur l'innovation et pour une mise en œuvre de mesures novatrices. On a différencié l'innovation dans le processus en 3 étapes. Je sais que l'innovation se fait de beaucoup de façons différentes. C'est presque futile d'essayer d'imposer une structure sur le processus novateur parce que c'est fondé sur la créativité
et il est très difficile de structurer le phénomène de la créativité. Et pour comprendre l'innovation, on peut peut-être le décrire en 3 étapes, c'est-à-dire la chaîne de valeur de l'innovation qui différencie entre la génération des idées, ensuite les essais, les tests sur ces idées et ensuite un suivi du rendement. Pour moi, je crois que c'est l'étape de mise en essai ou des tests, parce que c'est à ce moment-là qu'on va décider de quelles idées vont être mises en œuvre. L'innovation est directement liée aux connaissances, c'est une relation dans les 2 sens. L'innovation a besoin d'informations, de connaissances, mais l'innovation génère aussi du savoir. Dans ce webinaire, je vais vous présenter ce que j'appellerais 2 scénarios, 2 façons de procéder. Alors, premièrement, je vais vous parler des résultats de l'enquête. Dans cette enquête ou ce sondage, on s'est fondé sur les sources internes et sur le savoir qui est généré par ces sources internes. Ensuite, on examine les différents degrés de connaissances chez les agriculteurs en ce qui a trait aux signaux de l'engagement à l'innovation et aux décisions antérieures, où il y a eu une mise en œuvre d'innovation ou de changements qui ont eu des répercussions importantes pour l'exploitation. La raison pour laquelle on s'est penché sur ces sources internes d'informations, c'est que suite aux études approfondies qu'on avait faites dans notre étude OMAFRA de 2010 à 2012, nous ont montré que ceux qui disposaient d'informations moins complètes quant à la structure des coûts dans leur exploitation et de la performance de différents produits, ils avaient plus de difficultés à intégrer leurs connaissances dans leur façon d'exploiter leur ferme. Et la deuxième façon de percevoir les choses, le deuxième scénario, c'est le résultat de cahiers d'observation où on se sert de sources internes d'informations et aussi d'informations qui proviennent des clients et des concurrents, ce qui contribue aux connaissances qu'on utilise après pour mener à l'innovation et au changement. Donc les flèches qu'on voit ici ne sont pas des flèches de causalité pour qu'on pense que les connaissances vont seulement dans un sens. C'est simplement le lien entre l'innovation et le changement. Et cette flèche entre la connaissance et l'innovation et le changement devrait être bidirectionnelle. Une des choses à ajouter à ce deuxième scénario, celui d'en bas, c'est que les cas que je vais vous présenter, bien, il y en a 2. L'information que je vous présente est fondée sur ces cas, mais on a ajouté certains éléments d'information suite au recul par après, parce qu'on n'en savait plus après. Donc ça ne reflète pas le moment où les décisions avaient à être prises. Mais c'est plus comment l'engagement à l'innovation aurait pu contribuer à une meilleure performance, un meilleur apprentissage ou plus de leçons retenues suite aux décisions qui avaient été prises. Alors, pour vous faire une mise en contexte au sujet de ce sondage ou de cette enquête, elle a été administrée en ligne par Ipsos au printemps de 2013, un organisme de recherche sur le marketing qui est bien connu. Donc, Ipsos a déjà des
liste d'exploitants agricoles qu'ils peuvent utiliser pour ces sondages ou ces enquêtes. On s'est penché sur l'Ontario parce que notre budget était très restreint. Et si on avait voulu inclure de l'information des autres provinces, on aurait eu à se pencher sur certaines productions et on ne voulait pas le faire parce qu'on voulait avoir un aperçu le plus général de ce côté-là pour voir comment le marketing direct offrait une valeur ajoutée. Donc, il y avait eu 405 questionnaires complétés, dont 387 étaient utilisables pour notre étude. Les 18 autres étaient normalement des opérations de vente en gros, ou plutôt des exploitations de chevaux, donc qui ne concordaient pas aux fermes qui vendent des produits alimentaires. Donc voilà pourquoi nous avons omis de les inclure dans notre analyse. De ces 387, j'ai été surpris de voir que 142 avaient déjà recours au marketing direct, au marketing local, à des intermédiaires comme des restaurants locaux, des épiceries locales, des cuisines ou des cafétérias, et tout où avaient des activités d'agro-tourisme. Par exemple, il y a le labyrinthe de plantes de maïs ou un logement bed and breakfast. 139 des personnes qu'on avait interrogées nous ont fourni de l'information sur la proportion que représentaient ces canaux sur les recettes totales de l'exploitation. Et un tiers des producteurs qui vont participer à cette enquête offraient des produits et des services à d'autres exploitations agricoles. Ce tableau vous donne un peu plus d'informations sur comment la mise en marché s'est faite. On a distingué entre 6 possibilités de marketing, donc 6 canaux. Alors, ce qu'il y avait de la façon traditionnelle, c'était la vente de bétail à un abattoir, par exemple. Ensuite, les services agricoles. Donc ça, c'était le travail sur mesure, par exemple. La provende préparée sur mesure. Il y avait aussi des services d'immobilier, par exemple. Et ensuite, les 3 canaux qui reflètent les activités normales, donc la vente directe aux consommateurs, la vente aux intermédiaires locaux, les restaurants, les magasins spécialisés et l'agrotourisme. Il y avait aussi certaines exploitations qui organisaient des activités non agricoles pour accroître leurs revenus. Donc vous pouvez voir à gauche, on voit le nombre de canaux. Donc si on voit quand il y a un de ces canaux, de ces 387 exploitations qui ont participé à l'analyse, 175 vendaient seulement à un des 6 canaux. Et ce qui n'est pas surprenant, la majorité se penchait sur les ventes en gros. 8 sur les services agricoles, 15 vendaient directement aux consommateurs. Donc ça, c'était 100% de leur vente, de leur exploitation provenait de la vente directe aux consommateurs. 2 vendaient aux intermédiaires locaux. Et il y en avait une qui avait des activités non agricoles
Normalement, l'agrotourisme est souvent lié au marketing direct au consommateur parce qu'on peut créer des synergies entre la vente de produits et l'organisation d'événements à la ferme pour créer une expérience pour le consommateur qui sera plus enclin à acheter et c'est aussi quelque chose qui favorise la fidélisation des clients. Mais ici, vraiment, on peut voir la diversité des exploitations agricoles en Ontario et c'est probablement la même chose pour les autres provinces. 78, donc 20% des participants employaient 3 canaux et plus de commercialisation. Et 134 employaient 2 canaux de marketing, donc plus de la moitié emploient 2 ou plus canaux de marketing. La question suivante, et là, les statistiques officielles nous donnent aucune information à ce sujet. C'était de savoir quelle est l'importance de la vente directe aux consommateurs ou des autres alternatives et de l'agrotourisme. Quelle est l'importance de cela en relation au revenu global de l'exploitation. Alors ici, vous pouvez voir qu'on a distingué 4 groupes pour l'échantillon. Donc, les derniers 25%, donc ce sont ceux qui ont la plus faible proportion des recettes de la ferme. Qui est le revenu de ces canaux de marketing divers alternatifs. Donc là, c'est 5%. La médiane, donc les 50% au centre du graphique, génèrent 20% ou moins de ces activités à valeur ajoutée, tandis que le 25% les plus élevés vont générer 78% de leurs ventes ou de leurs recettes de l'exploitation sont tirées de ces canaux alternatifs. On a aussi demandé aux participants quel était leur revenu. Donc, on pouvait voir quelles étaient leurs ventes. On a multiplié le pourcentage pour avoir la même structure ici. On pouvait dire qu'on a une distribution des recettes qui proviennent des canaux alternatifs à valeur ajoutée. Donc, pour le premier 25%, là, les recettes sont moins de 7 000 $ de ces canaux-là. Et pour la médiane, donc la moitié des gens de l'échantillon ont indiqué que c'était moins de 17 000 $. Et les 25% qui gagnaient le plus gagnaient 58 000 $ ou plus à partir de ces canaux de marketing alternatifs. Donc, il y a une grande fourchette, grande différence entre les petites exploitations et les plus grandes exploitations. Dans 15 de ces cas, des 25% où c'est le plus élevé, c'était des recettes de 100% qui provenaient de leur canaux alternatifs de marketing. Ensuite, on s'est penché sur les connaissances, le savoir qui était dérivé de ces dossiers internes. Au lieu de poser des questions au sujet des dossiers qu'ils conservent, on leur a posé
des questions liées à l'ampleur de leurs connaissances en ce qui a trait à la production et au marketing. Et le formulaire qu'on leur a donné dans le sondage ressemblait à ceci. On avait différents types d'informations qu'on pourrait avoir pour chaque denrée, chaque production. Donc, lié au coût de la production. On leur a demandé s'ils connaissaient les ventes brutes de l'exploitation pour toutes les denrées, la majorité des denrées, qu'ils produisaient la moitié des denrées, ou toutes les denrées sans différenciation en ce qui a trait à chaque denrée ou chaque production. Alors on pouvait cliquer, si on cliquait les 5 coches dans la rangée supérieure, c'est là qu'on avait le plus grand niveau de connaissance au sujet de la performance, de la structure des coûts pour chaque production qu'on avait. On a posé des questions semblables quant aux canaux de marketing. Alors là, on avait les ventes brutes, les coûts de transport de la livraison, les coûts de l'emballage et des fournitures, les coûts de la main-d'œuvre et le temps personnel consacré à la production. Et pour chaque canal, ils avaient à indiquer s'ils connaissaient quelles étaient les données pour chaque canal ou pour la plupart des canaux, la moitié des canaux, tous les canaux. Et aussi, si ça ne s'applique pas, ils pouvaient l'indiquer aussi. Par exemple, s'ils n'avaient pas de main-d'œuvre embauchée. Alors, utilisant ces formulaires que complétaient les exploitants, on a pu créer une échelle de connaissances complexes qui a été réduite pour le haut le 50% du haut et du bas pour les domaines ensemble et pour la production et le marketing. On a vu que ces connaissances ou ce savoir est plus élevé pour les grandes exploitations que pour les petites exploitations en général. On a ensuite vérifié dans le sondage pour savoir si il y avait une différence du côté des 50% du haut et 50% du bas et du haut, s'il y avait une différence en ce qui a trait à leur engagement envers l'innovation, ou à savoir s'ils faisaient des choses différentes du côté de la génération des idées, de la mise à l'essai des idées ou des concepts et de la mise en œuvre des concepts. Donc pour la génération de concepts, on a posé des questions liées à la culture de la génération de concepts sur une atmosphère ouverte, l'utilisation de sources externes pour la génération de concepts. Ensuite, la mise à l'essai des concepts, on avait des questions pour savoir si ils disposaient d'assez de temps pour le faire ou si le temps c'était vraiment un facteur de limitation. On leur a demandé s'il y avait des objectifs qu'ils devaient réaliser pour mettre en œuvre l'innovation. On leur a demandé s'il y avait un budget consacré à l'innovation chaque année. Donc, ça représente un engagement assez fort envers l'innovation. Ça pourrait être un budget ou ça pourrait être d'autres façons de s'engager envers l'innovation. On a aussi demandé si le degré de risque de l'innovation était un obstacle à la mise en œuvre de ces idées. Et ensuite, pour la mise en œuvre des concepts, la troisième étape, on leur a posé des questions quant aux contraintes financières et aux contraintes de temps qui pourraient être des obstacles à la mise en œuvre d'idées prometteuses. Alors, nous n'allons pas faire d'analyse statistique ici de ceci. La seule corrélation qu'on a trouvée, qu'il y avait une association entre
les connaissances à l'interne au sujet du marketing de la production. Alors, pour ceux qui avaient le 50% qui avaient le moins de savoir, c'était lié à leurs énoncés du côté de la mise à l'essai des concepts. Deux sont des engagements forts à l'innovation. Donc, pour chaque exercice financier, on a un budget pour la mise à l'essai de nouvelles idées. Alors, il y avait un lien, une corrélation positive, mais assez faible, avec une connaissance plus approfondie de l'information interne. C'est là que les répondants avaient démontré un engagement plus fort. Et le lien le plus fort, c'était là où on disait que nous fixons des objectifs de performance clairs pour la mise à l'essai de nouvelles idées. Si ces objectifs ne sont pas atteints, nous n'investissons pas. Alors ceux qui disaient oui, tout à fait d'accord, ou très d'accord, ils avaient probablement une base de données plus ample. Et ça, on penserait que si on possède plus d'informations à l'interne, on peut bien fixer des objectifs de performance et on peut mieux décider pour voir si l'innovation passe ce test. Et on a aussi constaté qu'investir dans de nouvelles idées réduit le risque. Donc, on pourrait dire que si on a une innovation continue ou de meilleures connaissances, on peut diminuer le risque d'investir dans de nouvelles idées. Donc, une innovation continue va générer de meilleures informations et il ne faut pas nécessairement que ça soit une innovation à grande échelle où les risques sont plus élevés. Donc, suite à cette étude et suite aussi à nos discussions avec les producteurs qui étaient plus avancés du côté de l'innovation et aussi aux discussions que j'ai eues avec des producteurs agricoles en Allemagne, alors que je suis allée faire une étude là-bas. Donc, l'engagement envers l'innovation se reflète par la mise de côté d'un budget. Donc, ce n'est pas seulement des sommes d'argent, mais aussi du temps. Et aussi d'avoir des procédures en place pour embaucher un expert conseil de l'extérieur. Ça, c'est aussi très bon. Et on indique que le budget est là seulement pour la mise à l'essai de cette nouvelle idée. Alors, on peut utiliser toutes sortes de sources d'informations pour trouver des idées. Mais c'est vraiment ce processus rigoureux de mise à l'essai des concepts. Par exemple, la décision de commencer une nouvelle production de légumes qui sera vendue directement à des consommateurs. Les questions sont très simples. Est-ce que nous pouvons le vendre? Y aura-t-il une demande? C'est là que vous faites le lien avec vos clients. Les agriculteurs à qui on a parlé se servaient de sondages, services de sondage en ligne, ils servaient de Facebook pour obtenir cette information. Ils pouvaient aussi demander à leurs questions combien les clients voudraient payer pour ces nouveaux produits. Et aussi la question cruciale, si c'est une nouvelle production, même un légume exotique, est-ce qu'on peut vraiment le produire? Et on doit aussi effectuer des essais pour voir quelle est la qualité du produit si on le produit à cet endroit. Est-ce qu'on peut produire le niveau de qualité qu'exigeront les clients pour ce produit? Et cette première production pour les essais sera distribuée aux clients et on peut le vendre pour voir à quel prix les clients veulent l'acheter. Ça, nous l'avons observé. Les agriculteurs vont aussi le donner gratuitement à des clients très fidèles et
ils vont leur demander d'en faire un repas, d'essayer des recettes et de communiquer aux producteurs quelle serait l'information nécessaire, information supplémentaire nécessaire pour des clients qui ne connaissent pas ce produit. Et là, vraiment, ce qu'on tire comme valeur ajoutée de ces essais, c'est vraiment l'information. Donc, on demande aux clients de le mettre à l'essai. On le fait avec une faible quantité du produit. C'est pas vraiment pour générer du revenu, mais plutôt pour générer de l'information. Et là aussi, vous établissez des liens avec les clients. Si vous avez des clients fidèles, ils seront prêts à vous aider et à vous aider à acquérir plus d'informations au sujet du produit. Et ensuite, on veut voir quelle est la situation sur le marché, qu'est-ce que les concurrents offrent comme qualité, qu'est-ce qu'ils demandent en tant que prix. Et là, les clients fidèles veulent vous communiquer cette information. Et ensuite, pour passer à une production à plus grande échelle, on veut passer à des moyens technologiques pour réduire les coûts. Donc, on doit mettre ça à l'essai aussi. Et on doit calculer, recalculer ces estimations des coûts et des prix. Qu'est-ce que certains clients seraient prêts à payer? Ça aussi, c'est déterminé en partie par ce qu'offrent les concurrents. Et donc, la question importante à la fin, c'est est-ce que les marges seront suffisantes? Donc, il faut vraiment créer des objectifs de productivité. Si vous commencez une nouvelle production, vous produisez quelque chose de nouveau, c'est un risque à adopter et vous voulez assurer le bon fonctionnement du côté des finances. Donc, avec la deuxième perspective, ou le deuxième scénario, si vous voulez, je vais vous décrire la situation et le défi auquel faisaient face ces producteurs. Ensuite, je vais poser la question comment l'information a-t-elle été recueillie auprès des clients? Comment est-ce que les dossiers internes ont été préparés? Et quelle a été la décision? Donc, il est clair qu'il faut avoir accès à de l'information générée à l'interne et de l'information qui provient des clients pour pouvoir bien évaluer la situation. Donc, dans le cas A, il y avait un problème avec le point, le lieu de la vente. C'était un vendeur direct au client à qui on a offert la possibilité d'ouvrir un stand de marché une journée par semaine dans un petit marché unique avec quelques autres vendeurs, un petit marché près d'un hôpital. Donc, une possibilité d'élargir leur vente, d'accroître leur vente et d'apprendre plus sur différents types de clients. Eux, ils avaient eu des stands au bord de la route ou dans les marchés traditionnels et donc ils connaissaient le genre de clients qui fréquentaient ces endroits-là. Alors le défi ici, c'était que les clients venaient de façon irrégulière, la circulation changeait, l'achalandage était variable et donc on voulait évaluer la volatilité des ventes à cet endroit-ci. Et vu qu'ils avaient une grande diversité de produits, c'était assez difficile de recueillir cette information. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a recueilli les données sur 2 jours, d'audit ou de vérification, où on a pris le temps pour mesurer le temps que ça prenait pour emballer le tout, pour se rendre à ce stand de marché et pour mettre en vente les produits. Alors, vous pouvez voir pour chaque type de produit combien ils ont amené avec eux au marché et combien ils ont ramené chez eux. Vous pouvez voir là les retours, c'est assez élevé. Il y avait une grande variabilité
d'une journée à l'autre, une journée d'évaluation à l'autre. Donc ça, c'est un grand défi du côté du marketing. Et là, on pouvait dire, au lieu de dire quelles données ont été recueillies auprès des clients, qu'est-ce qu'on aurait pu recueillir en tant qu'information. Alors, on a demandé à certains clients s'ils s'intéresseraient à acheter en ligne et aller chercher leur commande à certains endroits. Donc, le taux de participation était bas, tout le monde était pressé à cet endroit-là. Les clients actuels réguliers à d'autres points de vente avaient été informés par courriel, par Facebook et par Twitter au sujet d'une nouvelle emplacement, du nouveau point de vente, et on leur a demandé à passer le mot à leurs amis et aux membres de leur famille dans la région. Et donc, on pensait qu'il serait possible de trouver de nouveaux clients occasionnels. Et donc là, au moins, ils ne perdaient pas d'argent à cet emplacement-là. Alors, on a cessé de vendre à ce point de vente parce que ça n'allait pas satisfaire leur objectif financier. Et donc, ça leur permettait de libérer des ressources pour se consacrer à d'autres priorités. Ils ont appris quelque chose au sujet de ce genre de client, le client irrégulier. Et ils ont aussi vu comment on pourrait procéder de façon plus rapide à l'évaluation de la viabilité de l'essai. Donc, de capter les ventes qu'ils ont réalisées. Ils ont pu se servir du ratio du coût de la main-d'œuvre aux ventes qui était de 40% comparé aux autres points de vente. 40%, c'est la part des coûts de la main-d'œuvre globale. Et donc, pour les revenus à cet endroit-là, on ne pensait pas que le 60% qui restait serait suffisant du côté du revenu. Le cas B, c'est une situation où il y avait une ferme de production de plantes de fleurs, qui faisaient une transition vers le marketing en ligne, mais ne voulaient pas perdre leurs clients qui n'étaient pas branchés. Donc, c'est une exploitation bien établie, avec des ventes qui baissaient depuis 2011. Ils avaient fait tout leur marketing. Ils ne faisaient aucun marketing en ligne, mais ils utilisaient un bulletin régulier envoyé aux clients par courriel. Un grand défi, c'est que le coût du catalogue papier augmentait constamment et ils voulaient baisser les coûts et passer à un catalogue en ligne. Mais beaucoup de leurs clients n'étaient pas très futés en informatique. L'exploitation voulait créer de nouvelles activités et changer celles qui existaient. En ce qui a trait à la collecte des données, il n'y avait pas de problème du côté des dossiers internes. Ils avaient une bonne connaissance du coût des plantes et des dépenses liées au marketing. Mais il n'y avait aucune information liée à ce que penseraient les clients au sujet du catalogue électronique et aussi des changements ou ajouts liés aux activités. Donc, ils ont commencé à utiliser un outil de sondage en ligne, le SurveyMonkey. Là, ils ont au début employé des sondages très courts, ils invitaient leurs clients à y participer. Donc des sondages de 3 à 5 questions au début. Et après, ils les ont rendu ces sondages plus détaillés. Alors, on voulait obtenir de l'information en temps réel. Ensuite, ils ont embauché un étudiant de premier cycle
d'une université qui a effectué cette enquête dans le cadre de son projet d'étude. Donc, il a effectué une enquête plus détaillée. Donc, l'entreprise voulait passer à un catalogue électronique entièrement. Ils ont apporté des changements aux activités suite aux réponses à l'enquête. Ils ont ajouté un blog et une présence sur Facebook. Et ils ont réussi à amener avec eux les clients qui n'avaient pas auparavant été branchés à utiliser le site web et le nouveau catalogue en ligne. Et ça, ils ne pouvaient le faire que en parlant à leurs clients au téléphone. Mais ils ont réussi à obtenir que ces clients passent au mode d'achat en ligne. Alors, ils ont dit, il faut vraiment travailler à rehausser votre propre image de marque, pas celle de quelqu'un d'autre. Et aussi que vous êtes l'acteur principal sur la scène. Il y avait aussi des événements qu'ils ont organisés et par exemple, ils parlent aux clients qui participent à des événements. Vous pouvez faire cela. Et si vous voulez obtenir un point de vente d'agriculture soutenue par les clients, de façon, donc des points de vente pour vous régulières, parfois on peut avoir des problèmes avec une certaine culture, le rendement est faible, les clients sont à différents endroits et donc leur fidélisation peut être différente. Les clients peuvent peut-être, une fois qu'ils sont fidélisés, vont peut-être acheter d'autres produits, de vos produits, quand il y a une production qui ne va pas bien. Les coûts du transport sont en général sous-estimés, surtout du côté des viandes. On utilise des remorques, des camions qui ne sont pas efficaces. Et il y a toujours un risque quand ce genre de marketing est une petite proportion du revenu qu'on va classifier les coûts du transport du côté de l'exploitation globale, et on ne va pas l'attribuer seulement à ce mode de vente. Alors, pour revenir au premier mode, au premier scénario, on a examiné les liens entre les connaissances ou le savoir et les décisions prises en matière d'innovation. Donc, il y a des connaissances liées au marketing à l'interne et aussi à la production à l'interne. Et les flèches devraient vraiment aller dans les deux sens. Je m'en excuse ici. Je ne veux pas dire qu'on se sert seulement des connaissances ou du savoir pour l'innovation, mais d'avoir un nouveau produit, un nouveau processus ou de créer un nouveau canal de marketing. Ça, c'était plus probable quand on avait des connaissances approfondies du côté du marketing interne. Et si les participants avaient des connaissances plus élevées du côté de la production interne, ils étaient plus enclins à innover du côté du type et de la variété de la culture et des méthodes de suivi du rendement. Une explication probable, c'est que le suivi du rendement ou le suivi du coût de la production, c'est plus important de suivre le coût de la production parce que c'est ceci qui représente les coûts les plus élevés du côté du marketing à l'interne. Et les deux types de savoir ou de connaissances étaient liés à avoir
à utiliser plus de nouveaux procédés pour la mise à l'essai des idées, utiliser des méthodes de recherche de marché, d'occasion d'affaires, et aussi pour leur stratégie de prix. Et ça, c'est évident, si on n'a pas de connaissances internes suffisantes, même si on connaît ce que le client voudrait payer pour le produit, le prix optimal ou la stratégie optimale de fixation des prix ne peut pas être réalisée si on possède seulement des connaissances partielles. Mais je dois aussi dire que une des limites des connaissances suite au sondage, c'est qu'on touche seulement à la surface du processus de l'innovation. Mais ceci, toutefois, démontre qu'il y a un lien entre les connaissances approfondies et l'innovation. On peut le confirmer avec cet échantillon. Alors, si je voulais résumer, donc les dossiers internes sont souvent sous-estimés en tant que ressources pour appuyer l'innovation, mais ceux-ci sont aussi, leur qualité est produite par l'innovation. Et aussi, obtenir de l'information à l'externe, qui provient de l'extérieur, c'est moins difficile qu'auparavant. Il y a des outils en ligne, il y a des médias sociaux, beaucoup de façons pour aller chercher de l'information de la part de vos clients et de l'information sur l'innovation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Andreas. J'ai beaucoup apprécié. Alors, ça nous rappelle que ceux qui travaillent dans l'environnement de la mise en marché direct, c'est qu'il est très bon d'identifier toutes les idées, d'effectuer cette analyse des marchés et du rapport coût-efficacité, c'est très important. Vous avez dit que ceux qui avaient réussi le mieux avaient consacré un budget de fonds et de temps pour évaluer l'innovation ou évaluer les idées novatrices pour les mettre en essai et pour les mettre en œuvre. Est-ce que vous avez une idée que ce budget devrait représenter? Est-ce que ça devrait être 2% des ventes brutes ou 5%? Est-ce qu'il y aurait une norme de ce côté-là? Réponse. Malheureusement, on n'a pas posé ce genre de questions dans le sondage. On pourrait dire que c'est des constatations anecdotiques qui proviennent de l'étude approfondie qu'on avait effectuée entre 2010 et 2012, financée par le ministère ontarien, le OMAFRA. Donc, il est difficile de savoir combien ça devrait être. L'information qu'on a recueillie nous provenait d'une exploitation de marketing, de mise en marché direct, qui nous disait qu'il mettait de côté de 5 à 10 000 $ par année pour le faire. Alors ça serait une question à poser pour des recherches futures, parce que je ne crois pas qu'il y ait de l'information à ce sujet qui existe. D'accord, dit Brent Van Connet, c'est très intéressant. L'autre chose qui pique ma curiosité, c'est que quand vous avez parlé de cette ressource que constituent vos clients fidèles, est-ce qu'il y avait des astuces pour pouvoir identifier qui sont vos clients fidèles, ou vos clients les plus fidélisés, et faire la distinction entre vraiment irriter les clients ou vraiment pouvoir saisir de l'information. On a tous eu à répondre à des sondages au téléphone et quand c'est court, ça va bien, mais quand ça dure trop long, on trouve ça vraiment embêtant et ennuyeux. Réponse de Andreas, non, je crois que vraiment on apprend ça au pif. C'est comme pour identifier les clients fidélisés, c'est de l'information qu'on peut recueillir en personne lors des marchés d'agriculteurs. On a rapidement une idée de combien le client veut parler à ce genre d'événement. Pour les sondages électroniques, moi je dirais que quelque chose qui prend plus de 5 minutes
pour le client moyen. Sera difficile si on veut avoir un taux de réponse raisonnable. Mais ce qu'on pourrait faire, par exemple, si on a identifié des clients fidélisés, on peut les inviter à des entrevues en plus grand détail et les récompenser pour le faire. Par exemple, on peut leur donner une carte de forfait pour pouvoir acheter des clients, des produits chez vous. Alors, je crois qu'il est difficile d'établir la démarcation entre effectuer un sondage efficace et irriter les clients. Je crois que peut-être un sondage par mois, ça pourrait fonctionner, mais peut-être que ça pourrait être trop. C'est Brent qui parle maintenant. Vous avez discuté de l'expérience que vous avez observée en Allemagne, où il y avait eu ces marchés d'agriculteurs, et ensuite ils ont tous disparu, ou en grande partie disparu. Maintenant, il y avait plus une vente en direct ou vente dans des épiceries spécialisées de producteurs locaux. Alors, est-ce que vous avez observé que ce phénomène au Canada, bon, est-ce que ça serait différent dans les villes ou comment est-ce que ça serait dans l'ouest du Canada, par exemple, où il y a moins de grandes villes? Réponse de Andreas, il y a deux différences fondamentales entre l'Allemagne, ou disons l'Europe continentale, et l'Amérique du Nord. La première différence, c'est que l'arrivée de ces grands marchés d'agriculteurs en Allemagne, ça reflétait un processus politique où les gouvernements provinciaux ou fédéraux encourageaient ce genre de marché. Ce n'était pas un mouvement qui était à l'origine appelé par les consommateurs ou créé par les consommateurs, comme c'est en Amérique du Nord. Les raisons pour acheter localement sont beaucoup plus solides en Amérique du Nord parce qu'il y avait très peu de soutien pour le marketing régional aux États-Unis ou au Canada. Et ça, c'est devenu un mouvement très fort du côté des consommateurs. Acheter local. Et donc là, ça va façonner les préférences quant au lieu de l'achat. Et donc une chose que je pourrais dire qui est un peu optimiste, je suis assez optimiste que cette tendance sera plus, il sera plus compliqué en Amérique du Nord d'avoir des chaînes de détaillants qui offrent des produits locaux. Et la deuxième grande différence entre l'Europe et le Canada, c'est que ça coûte beaucoup plus cher de conduire des voitures en Europe, beaucoup plus cher qu'en Amérique du Nord. Et en Europe, il y a plein d'embouteillages, tout ça. Encore ici, en Amérique du Nord, c'est une activité de fin de semaine d'aller prendre la voiture et d'aller à la campagne. Donc, du côté des préférences des consommateurs, c'est plus positif donc pour ces ventes directes aux consommateurs et cette valeur ajoutée. La dernière question que vous avez posée au sujet du lieu de vente, eh bien, c'est un défi dans les zones moins peuplées. Je n'ai pas fait de recherche sur les stratégies de marketing qu'on devrait employer pour surmonter ce problème des distances. Et maintenant, c'est Brent qui parle. Oui, si c'était simple à répondre à cette question, on le ferait tous. Alors, j'apprécie beaucoup tout le travail que vous avez fait pour étudier cette question, pour nous aider à voir comment on peut tirer la plus grande valeur de nos entreprises agricoles. C'est très difficile de passer à cette analyse
qui va seulement du côté de la production pour passer à la génération de concepts, la mise à l'essai de concepts et la mesure de leur mise en œuvre du point de vue du marketing. C'est vraiment un domaine très différent pour les gens qui n'ont fait que de la production. Et certains de vos exemples, certains des résultats de votre sondage indiquent que les personnes qui font cela de façon disciplinée génèrent plus de revenus que ceux qui le font un peu au pif, de façon moins organisée. Alors, beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils. Le monde d'innovation d'Internet, de SurveyMonkey, de Facebook rend cela beaucoup plus possible que par le passé.